Bonjour. À travers cette séance, nous allons essayer d'expliquer un autre chapitre du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, savoir le chapitre 39. En parlant de l'entête de cette séance, plutôt de ce chapitre, il faudrait rappeler qu'il s'agit du roman à thèse, le genre, c'est-à-dire le genre littéraire, roman à thèse. Parfois on l'appelle sous-genre, dans la mesure où il y a roman comme genre littéraire et roman à thèse comme sous-genre. Donc le roman épistolaire, roman autobiographique, roman de science-fiction, roman policier, roman sentimental et aussi roman à thèse. Donc le roman c'est un genre et le roman à thèse c'est un sous-genre littéraire, mais on peut dire tout simplement genre ou bien genre littéraire. C'est pareil. Activité, c'est une séance d'étude de texte. Le support normalement c'est le chapitre 39. Tonalité, nous avons mis tonalité au pluriel et rappelons ici qu'il y a très souvent dans les textes de Victor Hugo des mélanges de genres, des mélanges plutôt de tonalité ou bien de registres littéraires. Il y a la polémique, puisqu'il s'agit d'un texte argumentatif, il y a le schéma argumentatif, il y a une dialectique entre Victor Hugo et les partisans de la décapitation, à travers un dialogue un peu universel, virtuel, ironique, dans la mesure où l'ironie est l'un des procédés stylistiques de l'argumentation. Victor Hugo fait recours très souvent à l'ironie, il ironise, il se moque, et vous avez la tonalité tragique dans la mesure où dans ce texte on va décortiquer, on va décrire minutieusement le moment où la guillotine ou bien le lourd tranchant coupe la tête. Et on parle de sang, on parle de nerfs, de chair, de tête coupée. Donc il y a énormément, il y a un champ lexical qui renvoie à la tonalité tragique. Pour la situation de passage, il s'agit du chapitre 39, rappelant que le condamné à mort se trouve à la conciergerie. Il a été transféré de Bicêtre après le refus de son pourvoi, et sa souffrance et son angoisse s'intensifient de plus en plus. Donc on peut dire tout simplement, il s'agit d'un extrait, ou bien il s'agit du chapitre 39 du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, situé après le refus de son pourvoi, et on peut dire même après la rencontre du prêtre qui n'a fait qu'aggraver ses sentiments de souffrance. Voilà. Explication du chapitre 39 du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je commence tout d'abord avec la lecture du chapitre. Ils disent que ce n'est rien. Il avec S. Normalement, si le narrateur parle des partisans de la condamnation à mort, les partisans surtout de la décapitation, les partisans de ceux qui sont avec la condamnation à mort par le biais de la guillotine, c'est-à-dire le fait de couper la tête avec la guillotine, c'est le il. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas. Il y a là un dialogue, un débat entre le narrateur, disant entre, si vous voulez dire, l'auteur qu'il adresse, c'est un discours qu'il adresse à ceux qui croient que le fait de couper la tête avec une guillotine ne fait pas souffrir. Et là, la souffrance est une souffrance physique. Que c'est une fin douce. Une fin douce, c'est-à-dire une fin légère, qui ne fait pas mal, et la douceur là ne peut faire que partie au registre ironique. Que la mort de cette façon,
La mort de cette façon, c'est-à-dire le fait de condamner à mort de cette manière-là. Et de quelle façon il s'agit? Il s'agit bien entendu du fait de couper la tête grâce ou bien à l'aide d'une guillotine. Et bien simplifié, c'est-à-dire on a simplifié les choses en lui coupant la tête rapidement à l'aide d'une guillotine au lieu de chercher une autre manière, une autre façon de lui ôter la vie. Voilà. Je continue. Et c'est une interjection. Qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines? Là, il y a une chose qu'il faudrait rappeler. Il y a le schéma narratif pour les textes narratifs. Et normalement, le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné, est l'un des textes qui, normalement, devrait satisfaire cette structure. Mais il faut rappeler que le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse aussi. Donc, c'est un texte argumentatif. Et là, c'est un chapitre qui fait recours à un schéma tout à fait différent, à savoir le schéma argumentatif. C'est-à-dire, on commence avec ce que les autres croient, ce que les autres disent à propos d'un tel ou tel sujet, avant de répondre, avant de montrer que c'est faux, avant de faire suivre à ce qu'ils disent ce que l'on croit. Et normalement, la tonalité, très souvent, elle est polémique. Donc il y a un discours dialectique, c'est-à-dire un va-et-vient entre ce que les autres disent, ce que les autres pensent, et ce que nous disons nous, ce que nous pensons nous. Et donc le premier paragraphe, ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée, c'est ce que les autres pensent, c'est ce que les partisans de la décapitation pensent. Ils pensent que le fait de couper la tête grâce à une guillotine est une fin douce. Autrement dit, c'est une fin qui se fait, c'est une condamnation à mort, c'est une peine de mort qui se fait d'une manière rapide et simplifiée. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça ne fait pas souffrir le condamné à mort pour longtemps. Et qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines et ce râle de tous d'un jour? Là, c'est l'auteur qui répond, et ça commence avec une interjection. Qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines? L'agonie, normalement, c'est le fait de mourir. La période qui précède la mort, c'est le moment où l'âme quitte le corps. C'est le moment où ce départ vers le monde de l'au-delà se fait. C'est ce qu'on appelle l'ihtidar. Je vous le dis en arabe, c'est pas grave. Qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines, c'est-à-dire l'agonie, c'est-à-dire le fait de penser à la mort, est considéré par l'auteur comme une sorte d'agonie. Et là, c'est une exagération, c'est une hyperbole métaphorique, c'est une métaphore hyperbolique, métaphore dans la mesure où il compare le fait de penser à la mort comme une sorte d'agonie de 6 semaines, c'est-à-dire tout le temps qui précède la condamnation ou bien l'acte de décapiter le condamné. Ce râle de tous les jours, le moral veut dire ici une respiration très difficile, due normalement à une maladie des poumons. Et là encore une fois, il s'agit soit d'une métaphore hyperbolique ou une hyperbole métaphorique. La métaphore hyperbolique, c'est-à-dire une métaphore qui est marquée par un sens d'exagération, ou bien une hyperbole métaphorique dans la mesure où il s'agit d'une exagération, mais à travers laquelle on qualifie le fait d'attendre sa mort comme une sorte de respiration difficile. Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable? Une journée irréparable dans la mesure où elle se termine par la mort. On ne peut pas revenir sur une mort, on ne peut pas remédier à une mort. Une fois la tête coupée, on ne peut plus sauver la situation. Et là, c'est une question, ce sont des questions oratoires. Et les questions oratoires font partie des procédés stylistiques de l'argumentation. Donc on remarque qu'il y a question oratoire, il y a de l'exagération, c'est-à-dire une hyperbole métaphorique ou bien une métaphore hyperbolique, donc le sens de l'exagération est très souvent présent. Et il y a aussi
la tonalité ironique et la tonalité polémique, dans la mesure où le premier paragraphe constitue un argument avancé par les partisans de la décapitation, tout en parlant de la souffrance, en particulier la souffrance physique. Et le deuxième paragraphe constitue un contre-argument. Un contre-argument avancé par l'auteur en parlant d'une autre espèce de souffrance, à savoir la souffrance morale. C'est comme si l'auteur, en s'adressant aux partisans de la décapitation, voudrait leur dire que, en parlant de la souffrance, ils réduisent la souffrance à sa forme physique. Et ils oublient une forme aussi flagrante, aussi choquante, aussi forte, à savoir la souffrance morale. Un condamné à mort qui devrait attendre le moment de sa décapitation, et cela peut aller jusqu'à des mois, parfois des années, toute cette période d'attente est une période de souffrance, qui n'est pas forcément souffrance physique, mais une souffrance morale. Apparemment, ce n'est pas là souffrir. Apparemment, ce n'est pas là souffrir. On ne peut pas croire que le narrateur, que l'auteur, dans cette phrase est sérieux. Il dit le contraire de ce qu'il pense, donc on est dans le cadre d'une figure de style, d'opposition, qui s'appelle l'antiphrase. Parce que là, c'est souffrir normalement. C'est souffrir. Attendre sa mort, ce n'est que de la souffrance. Une souffrance qui n'est pas forcément physique, mais elle est morale. Mais donc, c'est là la pensée de l'auteur. Mais il le dit d'une manière un peu ironique, en faisant recours à l'antiphrase. Ne sont pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée. Donc là, il y a une sorte de parallélisme entre le sang s'épuise goutte à goutte, l'intelligence s'éteigne pensée à pensée. Il y a une certaine similarité entre les deux phrases. Les deux phrases se ressemblent du point de vue de leur forme, de leur structure, et on est dans le cadre d'une figure de style qui s'appelle le parallélisme, qui donne une certaine musicalité à la phrase. Il faut pas négliger non plus le sens. Donc, convulsion, c'est une métaphore. Les convulsions, c'est le moment, c'est un terme un peu thérapeutique. Ça fait partie plutôt, c'est pas la thérapie, mais plutôt la médecine. Donc, les convulsions, c'est le moment où un patient, surtout des enfants, se trouve atteint par une fièvre atroce. Ils peuvent parfois perdre connaissance et commencent à faire des gestes un peu inconscients qui manifestent un certain trouble, un certain état fébrile du corps. Ce sont des gestes un peu inconscients qui veulent dire que le corps se trouve en danger et qu'il faudrait agir pour atténuer cette fièvre, sinon le corps serait endommagé d'une manière ou d'une autre. Et la fièvre normalement peut affecter un membre. On peut se trouver paralysé suite à une fièvre, surtout pendant l'enfance, perdre l'un on peut perdre la faculté de la parole. Lui, normalement, convulsion, là c'est une métaphore, encore une fois, hyperbolique, ou bien une hyperbole métaphorique. Donc, les angoisses de cette journée, que le sang s'épuise goutte à goutte, que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée. Le sang s'épuise goutte à goutte, c'est le moment où la tête se trouve coupée, donc le corps se vide de son sang, goutte à goutte. Là, c'est après la décapitation, mais avant la décapitation, le condamné à mort ne peut plus penser à autre chose. Son intelligence, sa pensée se trouve emprisonnée dans une seule idée, l'idée d'être condamné à mort, et sa pensée s'éteigne petit à petit.
son intelligence s'éteigne, penser à penser, c'est-à-dire il ne peut plus penser à autre chose que d'être condamné à mort. Et puis, vous avez et puis, c'est un lien logique, ici des numérations, et dans un texte argumentatif, en étalant les arguments, on a besoin de liens logiques d'énumération. Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? On ne souffre pas, c'est ce que les autres pensent, c'est-à-dire les partisans de la condamnation en pensent. En sont-ils sûrs? Encore une fois, une question oratoire. Qui le leur a dit? Qui le leur a dit? Qui leur avait dit que la condamnation à mort, que la décapitation, que le fait de couper la tête à l'aide d'une guillotine ne fait pas souffrir? Qu'entend que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier, et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal. Là encore une fois de l'ironie, et on est dans une situation quasiment impossible. On ne peut pas imaginer qu'une tête se dresse dans son panier pour s'adresser au public. Il y avait le public là, c'est quoi le public ici? Ce sont les personnes et les gens qui sont venus pour assister à l'acte de décapiter le condamné à mort. Donc là c'est une phrase exclamative et en même temps c'est une question oratoire. Quand c'est l'inversion de sujet, c'est une question oratoire. Cela ne fait pas de mal. C'est un style encore une fois ironique. On ne peut pas imaginer une tête qui s'adresse au public. Y a-t-il des morts de leur façon? De leur façon, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés à mort à l'aide d'une guillotine, qui soient venus les remercier et leur dire c'est bien. Donc encore une fois, c'est de l'ironie. Tenez-vous-en là. La mécanique est bonne. La mécanique, ça veut dire le fait de couper la tête à l'aide d'une guillotine. Et la guillotine, normalement, c'est un lourd tranchant installé sur deux charpentes, sur un échafaud. Donc normalement, c'est de la mécanique dans la mesure où il y a du mouvement. Ce n'est pas une substance chimique qu'on injecte dans le sang, dans les veines d'un condamné à mort, et ce dernier se trouve ou bien finit par un arrêt cardiaque. Mais plutôt, c'est une tête coupée, c'est un acte. Hein. Il y a de la physique, il y a de la friction. C'est le lourd tranchant qui mord la chair, qui brise les vertèbres, et la tête se trouve coupée. Donc il y a de la mécanique, il y a du mouvement, il y a de l'acte. Voilà. Tenez-vous-en là, la mécanique est bonne. Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Et là, ce sont deux personnes qui ont été, dans l'histoire de la France, qui ont été condamnées à mort à l'aide d'une... Robespierre, c'est un homme politique français qui a été guillotiné le 28 juillet 1794. Alors que Louis XVI, c'est un roi français qui a été guillotiné en 23 janvier 1793. Suite, bien entendu, à la Révolution française. Ce sont là deux personnalités, plutôt deux personnes qui ont été condamnées à mort à l'aide d'une guillotine. Et ce sont deux personnes historiques et l'auteur s'interroge ironiquement si jamais l'un des condamnés à mort se sont adressés aux partisans de la décapitation pour leur dire que la guillotine ne fait pas mal. C'est une question oratoire, ironique, rhétorique. Deux personnes historiques victimes d'une décapitation qui ont été guillotinées et on fait recours à ces deux personnes historiques pour rendre le texte plus authentique, pour lui donner beaucoup plus de valeur et d'importance. On continue la lecture, avant le dernier paragraphe. Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite.
moins qu'une minute, moins qu'une seconde. Il y a deux possibilités ici de figure de style. Une figure de style qui se rapporte à la forme, une autre qui se rapporte au sens. Parlons du sens d'abord, et on insiste d'abord sur le sens. C'est une dégradation, c'est une gradation décroissante. Il n'y a pas lieu de dégradation. C'est une gradation décroissante dans la mesure où on passe de la minute à la seconde. Il y a une deuxième possibilité, c'est une anaphore. Moins que. Et il y a même une troisième possibilité, à savoir le parallélisme. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde. C'est du parallélisme. Moins que, anaphore. Et aussi, et là c'est l'essentiel, c'est une gradation décroissante. Et la chose est faite. La chose, c'est-à-dire la décapitation. Si vous le remarquez, vous l'avez certainement remarqué, Victor Hugo ne parle pas de la décapitation, de l'acte de couper la tête. Et là, il y a une sorte de figure de style. C'est l'euphémisme, la chose est faite. La chose, c'est-à-dire le fait de couper la tête, de condamner à mort. La chose est faite, c'est de l'euphémisme. C'est-à-dire, dans la mesure où on parle de quelque chose de grave, d'une manière moins choquante. C'est là Donc, je continue. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là? Donc là, il va décrire le moment où l'acte de couper la tête se réalise. Se sont jamais mis seulement en pensée. C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient essayé de simuler, de penser à ce moment où le condamné se trouve sous le lourd tranchant, immobilisé, fixé, et il ne peut pas voir le lourd tranchant qui descend. Il peut peut-être l'entendre, parce que certainement, lorsque le lourd tranchant est libéré, il va certainement émettre un son. Il va produire un son. Rien que la friction avec les deux charpents. Donc, normalement, cela devrait avoir un son. Donc, je continue. À la place de celui qui est là. Qui est là, c'est-à-dire sous le lourd tranchant. Qui est là, fixé sous le lourd tranchant, immobilisé sous le lourd tranchant, au moment où le lourd tranchant, voilà, nous avons emprunté le terme à Victor Hugo, donc, qui tombe. Le lourd tranchant finit par tomber. Il est lourd, et il y a la force de la gravité qui le fait tirer en bas avec une vitesse extrême. Donc, ce sont là les ingrédients qui font que la tête finisse par tomber dans le panier. Donc, il va décrire ces moments-là en disant « qui tombe, mord la chair ». Mord la chair, le contact du lourd tranchant avec la chair ne fait que la mordre. C'est-à-dire, il ne la coupe pas avec finesse. Mordre la chair, parce que la chair elle est un peu élastique, elle n'est pas dure, et il est plutôt mordu que coupé. Rend les nerfs, c'est-à-dire il coupe les nerfs, brise les vertèbres, c'est-à-dire la colonne vertébrale. 3 points de suspension, l'auteur invite le lecteur à imaginer la suite. Donc, le lourd tranchant qui tombe, mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres. On peut parler en termes de gradation croissante. Parce que mordre la chair est moins délicat que couper les nerfs, est moins délicat que briser les vertèbres. Le sens devient de plus en plus fort. On passe de mordre la chair à couper les nerfs, à briser les vertèbres. Et bien entendu, la suite de l'histoire, c'est une tête qui tombe dans un panier et on est face à un cadavre, plutôt un humain. Mais quoi? Une demi-seconde, la douleur est escamotée. Ce sont là les propos rapportés des partisans
de la décapitation par Victor Hugo. Eux, ils dédramatisent les choses en disant que ce n'est rien. Une demi-seconde et la tête est coupée, donc ça ne fait pas souffrir. Donc, la synthèse de tout cela, de tout le chapitre, un seul mot, en fin du chapitre, à savoir horreur. Là, c'est la réponse de Victor Hugo. Tout cela ne constitue qu'une horreur, quelque chose horrible, quelque chose affreux, effroyable. Donc c'est là la synthèse de ce chapitre et vous avez certainement remarqué qu'il n'est pas là pour raconter une histoire, mais pour discuter, pour mener un dialogue avec ceux qui croient que couper la tête à l'aide d'une guillotine ne fait pas souffrir. Et là on parle d'une souffrance morale face à une souffrance physique. Les partisans de la décapitation parlent de souffrance physique alors que Victor Hugo parle de souffrance morale, que les partisans nient, négligent, à laquelle les partisans de la décapitation ne donnent pas une très grande importance. Pour eux, c'est mérité quand même. Voilà. Les axes possibles. Nous avons choisi 4 axes. Il y a un thème fédérateur pour ces 4 axes, à savoir le roman à thèse est un texte argumentatif. Et là, nous rappelons que Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse et le roman à thèse est un texte argumentatif. Le but essentiel, le but majeur, c'est de discuter, c'est de débattre à propos d'un sujet. Savoir ici la condamnation à mort. Le premier axe, c'est le schéma argumentatif. Un texte argumentatif est marqué par un schéma argumentatif, comme le texte narratif est marqué par un schéma narratif. Le schéma argumentatif veut dire, ou bien c'est une démarche qui consiste à commencer avec ce que les autres pensent, c'est ce qu'on appelle thèse, avant de la faire suivre avec ce que nous pensons, et c'est ce qu'on appelle antithèse. Autrement dit, ce que les autres croient, on l'appelle argument, et ce que nous croyons, nous, on l'appelle contre-argument. Et dans un paragraphe, il y a une thèse et une antithèse, ou bien un argument et un contre-argument. Dans le deuxième paragraphe, il y a un autre argument et puis un autre contre-argument appelé 2, puis un troisième paragraphe qui contient un troisième argument et puis un troisième contre-argument. Et en passant de paragraphe à l'autre, on a besoin de ce qu'on appelle les liens logiques. Et c'est l'axe que nous avons appelé la connexion logique, c'est-à-dire les liens logiques. Et là, on a 3 exemples, à savoir et puis, c'est un lien d'énumération pour passer d'un paragraphe à un autre. Puis vous avez mais c'est un lien logique qui normalement interpelle une certaine opposition entre 2 thèses. Et là, on est dans le cadre d'un texte argumentatif. Et puis donc, c'est le résultat d'un processus de réflexion, d'un débat. Le troisième axe, nous l'avons appelé les questions oratoires. Et nous avons remarqué tout à l'heure que le texte est traversé par un ensemble de questions oratoires. Qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines? Est-ce Robespierre, Louis XVI? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Donc ce n'est pas la peine de redire ce que nous avons déjà expliqué lors de la lecture du chapitre. Donc là, des exemples des questions oratoires, appelées également des questions rhétoriques, et qui servent à ironiser d'une manière ou d'une autre, de transmettre un message d'une manière ou d'une autre, et ça fait partie des moyens stylistiques de l'argumentation. Un peu de rhétorique pour dire un peu de figures de style. Donc nous avons vu un certain nombre de figures de style lors de la lecture. Là c'est le moment d'en rappeler quelques-unes. Donc agonie de 6 semaines, métaphore, et on a dit aussi on peut l'appeler métaphore hyperbolique ou bien hyperbole métaphorique. Mais là on se contente de dire métaphore. Ce râle de tous les jours, cette respiration difficile, donc c'est une métaphore. Qu'est-ce que ça fait partie de l'anaphore, parce qu'on reprend qu'est-ce que au début de chaque phrase. Apparemment ce n'est pas la souffrir, on a dit qu'il s'agit d'une antiphrase et la tonalité serait
ironique. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, c'est une gradation décroissante, ou bien descendante. Mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres, c'est une gradation croissante, parce que le sens devient de plus en plus fort. Donc, vous l'avez certainement remarqué, les 4 axes réfèrent à l'argumentation. Le schéma argumentatif d'abord, c'est-à-dire ce qui caractérise un texte argumentatif. Il y a un débat, un dialogue. Dans un texte argumentatif, on a certainement besoin de liens logiques. 3 exemples ici. Et, puis, mais, donc. Et, puis. Vous avez et, c'est d'addition, puis d'énumération, mais d'opposition, donc de conséquences, de résultats, et ainsi de suite. Les questions oratoires appelées également fausses questions ou bien questions rhétoriques. Et vous avez les figures de style, surtout d'opposition. Et l'hyperbole. Et ce sont là les figures de style que normalement un texte argumentatif mobilise. Voilà. Synthèse. Ce chapitre rappelle au lecteur la nature argumentative de ce roman, qui est avant tout un roman à thèse. Ça veut dire la nature argumentative, on peut dire la tonalité polémique. Il faut, dans la mesure où le dernier genre d'un condamné est avant tout un roman à thèse, c'est-à-dire un texte à travers lequel Victor Hugo cherche à dialoguer, à débattre, à mener un débat universel à propos d'un sujet aussi flagrant, aussi important, aussi intéressant que le droit de vivre. Sa tonalité polémique s'explique par la présence du schéma argumentatif, c'est-à-dire il y a une corrélation, il y a un va-et-vient entre la tonalité et le schéma du texte. Le schéma du texte est argumentatif dans la mesure où Victor Hugo commence avec ce que les autres, ce que les partisans de la condamnation croient, avant de faire suivre à leur logique, à leur manière de penser, ce qu'il pense lui. L'utilisation, je dirais, du schéma argumentatif qui articule les paragraphes, c'est-à-dire en passant d'un paragraphe à un autre, on passe d'une thèse et antithèse à une autre, d'un argument et d'un autre argument à un autre, et ainsi de suite. L'utilisation des liens logiques lui attribue une cohérence et un passage logique d'un paragraphe à un autre, sachant que en passant d'un paragraphe à un autre, on passe comme je l'ai déjà signalé, d'un argument à l'autre, des partisans. Et à chaque fois, Victor Hugo essaie de montrer jusqu'à quel point c'est fragile et ça ne tient pas. Les questions oratoires lui octroient une tonalité ironique. Et rappelons ici, encore une fois, que les questions oratoires, appelées également les questions rhétoriques, font partie des procédés de l'argumentation. C'est une manière de transmettre un message sous la forme d'une question pour laquelle on n'a pas forcément besoin de répondre. Et les questions oratoires installent une sorte de satire, c'est-à-dire d'ironie. Une satire, une ironie, c'est-à-dire on se moque de la théorie des partisans de la peine capitale, qui croient que la souffrance n'est qu'une souffrance physique. Et le fait d'utiliser la guillotine permet de réduire presque à néant le sentiment de souffrance physique. Alors que Victor Hugo met en question la notion de la souffrance. Victor Hugo voudrait montrer que la souffrance n'est pas forcément physique, n'est pas seulement physique, n'est pas exclusivement corporelle. Que les adjuvants de la guillotine, c'est-à-dire ceux qui sont pour la guillotine, réduisent à son aspect physique, qui ne devrait durer que quelques secondes, alors que notre romancier, c'est-à-dire Victor Hugo, insiste sur une souffrance morale, de sentiment, qui accompagne le condamné à mort pendant toute la période qui se situe entre son arrestation puis la déclaration de son verdict, c'est-à-dire son jugement, et le moment où il serait exécuté, c'est-à-dire où l'exécution aura ou bien aurait lieu. C'est-à-dire toute
tout le moment, toute la période que le condamné à mort devrait attendre son exécution et qui peut aller jusqu'à des années, des mois, tout ce moment-là est synonyme de la souffrance morale. Et Victor Hugo voudrait insister sur cet aspect et dire aux partisans de la décapitation que la souffrance n'est pas forcément corporelle. Il afflige le condamné, on le fait souffrir moralement avant de lui ôter la vie. Voilà.